Personne n'est parfait, j'ai fait une école de journalisme. Et en presse écrite, nous avons notamment appris à faire des attaques. That's firing, man. Shoot over their heads. Bon, on va se calmer, une attaque en journalisme ou même en littérature, c'est le début d'un texte. Comment le rendre assez attractif, comment créer une tension narrative qui accrochera le lecteur et le poussera à aller plus loin. Et jusqu'ici, en termes d'attaque, j'ai rarement lu aussi puissant que le début du roman Le procès de Franz Kafka. On avait sûrement calomnié Joseph K., car, sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté un matin. Il faut dire que la thématique de l'erreur judiciaire ou de la falsification judiciaire est puissante et intemporelle. Elle réveille nos peurs, notre angoisse face à la perspective de l'arbitraire, du déni de nos droits, voire de la dictature. La falsification judiciaire est également au centre de la mini-série à succès diffusée sur Netflix, Dans leur regard. Une mini-série inspirée de l'histoire de 5 jeunes arrêtés et condamnés pour viol, sur la base d'aveux obtenus sous la contrainte, en l'absence de preuves matérielles. Des jeunes qui, au final, passeront des années difficiles en prison pour rien. Est-ce que ma mère est là? Il n'y a plus que nous. Toi et nous. Avec qui tu étais au parc? Je connais pas son nom, c'est juste que je me suis perdu. Où as-tu vu la jeune femme? De qui vous parlez? La joggeuse, rouée de coups et violée. Chaque jeune noir qui était dans le parc la nuit dernière est suspect. Je veux chacun de ces gamins. Qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Votre fils est impliqué dans un viol à Central Park. Non, Non, c'est... une minute. Non, c'est impossible. Attendez une seconde, attendez. Ils t'ont vu violer cette femme. J'ai pas vu de femme, ni battu qui que ce soit. J'ai vu aucune femme. Kevin. J'ai vu aucune femme. Tout de suite, je veux voir mon fils. Quoi qu'il puisse dire, j'ai rien fait. En France, dans notre pays, une affaire pas tout à fait semblable, mais somme toute comparable, s'est déroulée. Et la réaction d'une partie de notre classe politique montre à quel point est forte la tentation d'en finir avec l'état de droit et la démocratie dans un contexte de guerre sociale. Je suppose que vous avez entendu parler de l'affaire des policiers brûlés de Viry-Châtillon. Le samedi 8 octobre 2016, dans le quartier sensible de la Grande Borne, 2 voitures de police sont attaquées par une bande de personnes cagoulées. Ces personnes brisent les vitres de ces voitures et y jettent des cocktails Molotov pour y mettre le feu. 2 policiers sont grièvement blessés, 2 autres le sont plus légèrement. Bien entendu, l'émotion est vive, c'est tout à fait compréhensible, tout comme est, a priori, compréhensible l'émotion de ceux qui ont estimé que les verdicts en appel prononcés le 18 avril étaient trop cléments. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir une telle justice. C'est-à-dire que la justice, il faut appeler un chat, elle ne fait pas son travail. Donc elle doit le faire, elle doit arrêter d'être clémente et elle doit sévèrement sanctionner. Le laxisme, une bonne fois pour toutes, ça doit se terminer. On peut compléter le propos de ce syndicaliste d'Alliance en disant que oui, le laxisme judiciaire vis-à-vis des violences policières doit lui aussi prendre fin. Mais ne nous égarons pas, admettons que chaque citoyen a le droit de commenter une décision judiciaire. En revanche, la parole publique de Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, candidat à l'investiture LR en vue de la présidentielle de 2022, est franchement problématique. Ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre se disent qu'il y aura quoi? Un rappel à la loi? Oui, Prenez le... Précisons que les remises de peine automatiques ont été abolies quand on attaque un policier, un gendarme. Mais je veux la première peine. On ne s'en prend pas à ceux qui nous protègent. Prenez notamment ce qui s'est passé à Viry-Châtillon. Si ce que je propose était en place, il n'y aurait pas pu y avoir d'acquittement. Quoi? Ça veut dire que vous, président, cela aurait changé et il n'y aurait pas eu ce verdict? À partir du moment où vous avez une peine de prison automatique minimum, il ne peut pas y avoir d'acquittement, même s'il y a l'individualisation des peines. En gros, Xavier Bertrand remet en cause en quelques secondes le principe de la présomption d'innocence. Quand vous êtes accusé d'avoir porté atteinte aux forces de l'ordre, vous devez être condamné même si vous n'avez rien fait. Car les acquittés dont il parle sont surtout des victimes d'un immense scandale judiciaire. L'un d'entre eux a passé 4 ans en prison parce que des policiers ont manipulé ses procès-verbaux d'audition.
Et si cette manipulation a pu être mise en lumière, c'est parce que, de manière spécifique pour les mineurs, les auditions sont enregistrées et peuvent être visionnées. C'est l'histoire que nous raconte Mediapart, preuve à l'appui. Foued a été condamné à 18 ans de prison en première instance en 2019 pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. De son procès-verbal d'audition d'une quinzaine de pages, il ressort qu'il ne se rappelle plus avoir participé aux faits. En première instance, la Cour justifie la condamnation ainsi. Foued a implicitement admis, de façon très ambiguë, avoir pu participer aux faits sans s'en souvenir précisément lors de son ultime audition de garde à vue, alors qu'il était assisté d'un avocat. Or, le visionnage des enregistrements des 10 heures d'interrogatoire et leur retranscription, sur plus de 200 pages, établis lors du procès en appel, fait apparaître qu'il ne cesse de clamer à plus de 100 reprises son innocence, niant continuellement les faits face à des enquêteurs qui le pressent d'avouer. Au cours d'une autre audition, un autre prévenu le disculpe formellement. Mais cet élément aussi disparaît du procès-verbal dressé par les policiers. Dans le procès de Franz Kafka, Joseph K. finit par avouer un crime qu'il n'a pas commis. Le jeune Foued, lui aussi. Mais comment ? Le 8 octobre 2016, lorsque les policiers sont agressés, Foued est en famille à son domicile, puis passe à proximité des faits, avant de récupérer son neveu de 10 ans. Le jeune homme se souvient de l'accident en quad qu'il a eu avec son neveu, et pour lequel ils ont été transportés aux urgences par les pompiers, ce qui lui vaut alors un coup de plâtré. Il s'égare dans les horaires, pensant avoir été blessé en début de journée. « Je me suis trompé, je suis désolé », dit-il aux enquêteurs. Mais ils ne l'entendent pas de la sorte. À partir de là, le jeune homme est assailli par les enquêteurs, et cela dure 10 heures. « Tu es un con, tu es un pauvre gars, t'assumes même pas en tant que bonhomme, quoi. » Foued interpelle alors l'enquêteur et lui rappelle qu'il l'a giflé. « Et même si je t'ai giflé, qu'est-ce que ça peut faire ? Je ne parle pas de ça. » L'échange ne figure pas dans le procès-verbal. Durant les 10 heures d'audition, les policiers harcèlent littéralement Foued en lui demandant de donner des noms, en l'accusant d'avoir participé aux violences. Le jeune homme s'effondre régulièrement en pleurs et continue de marteler son innocence. Au 3e jour de garde à vue, le 19 janvier 2017, il craque. On peut se demander pourquoi le jeune homme a passé 4 ans en prison et ne s'est saisi des contradictions entre l'enregistrement vidéo et le procès verbal que lors du procès en appel. L'explication est simple. En première instance, le jeune homme était défendu par un avocat commis d'office qui a joué le jeu de la police. Il faut dire que les policiers sont aidés par son avocat, commis d'office. Celui-ci tente de convaincre Foued qu'il y était. « Je n'y étais pas. Dans ma tête, je suis persuadé que je n'ai pas fait l'attaque », répète épuisé le jeune homme. L'avocat explique alors à Foued qu'il est peut-être victime d'un blackout. Interpellé, le jeune homme ne saisit pas la teneur des propos de son conseil. L'avocat lui donne alors l'exemple d'un de ses clients qui a poignardé quelqu'un. Il l'a poignardé et il n'a pas pu l'expliquer, sauf qu'il ne se souvenait de rien. Choqué, Foued se prend la tête dans les mains durant une dizaine de secondes. Mon Dieu, comment il vient ce phénomène en fait ? Quelques minutes plus tard, à la question « As-tu participé à cette agression ? Tu ne t'en souviens plus ?» Foued répond « Je ne m'en souviens pas une seconde si je l'ai faite ou pas. » Il y a donc eu, dans cette affaire, faux en écriture, comme dans une autre affaire évoquée sur ce plateau dans le cadre de la chronique de Noam Anwar. Et dans les deux cas, c'est parce qu'il s'agissait d'affaires concernant des mineurs, avec possibilité de confrontation des PV écrits et des enregistrements vidéo. Mais ce fait structurel-là, dont on ignore l'ampleur réelle, ne fait pas réagir Xavier Bertrand. Peut-être qu'il se dit qu'il ne sera jamais dans la position d'un justiciable victime de faux en écriture. Mais plus profondément, on a l'impression que cet homme a un problème avec la Constitution de la Ve République. Pas parce qu'elle donne trop de pouvoir aux monarques républicains, pas parce qu'elle dénature la représentation nationale au détriment des oppositions, pas parce qu'elle rend quasiment impossible toute forme de démocratie directe, non, parce qu'elle protège trop le citoyen au titre de principes comme la présomption d'innocence. Par exemple, comment fera-t-il pour empêcher les acquittements comme dans l'affaire de Viry-Châtillon ? Je mettrai en place un nouveau texte, qui sera un texte constitutionnel. Il faudra modifier la Constitution et je demanderai aux Français de se prononcer sur un tel texte dès l'automne qui suivra les élections présidentielles. Souvenons-nous que le même Xavier Bertrand trépignait après la censure de la loi Avia
contre la haine en ligne par le Conseil constitutionnel, ce dernier ayant estimé qu'elle portait atteinte au principe de la liberté d'expression. Vous savez très bien, c'est ça le sujet, c'est dans sa chambre. Bertrand, qu'il y a une évaluation difficile entre la liberté d'expression et la censure. C'est ce qu'on vous opposera systématiquement. C'est pour ça que dans ces cas-là, c'est notre loi fondamentale qui doit permettre de le faire. Quand vous voyez notamment que la loi Avia du nom de la députée En Marche, qui a été quasiment censurée en très grande partie par le Conseil constitutionnel sur ces questions-là, il nous faut changer la Constitution. Mais revenons à la modification de la Constitution dont parle Xavier Bertrand. C'est Damien Abad, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, qui en parle le mieux. Disons qu'il s'avance un peu plus. Ce que ça aurait changé au verdict en appel, c'est que les personnes n'auraient été acquittées. Parce que ce que nous pensons, c'est qu'il faut trouver un système pour une incrimination collective pour que toutes celles et tous ceux qui participent à un attroupement violent pour mettre à mort des policiers doivent être condamnés. Arrêtons-nous sur cette expression, incrimination collective. Ce concept miraculeux permettrait de créer une forme de culpabilité par association. Vous participez à une manif durant laquelle d'autres personnes s'en prennent à des policiers, vous êtes coupable, vous serez condamné. Ce qui est frappant, presque fascinant, c'est que cette incrimination collective existe déjà plus ou moins. Xavier Bertrand et Damien Abad veulent juste terminer le travail. En 2010, sous Nicolas Sarkozy donc, une nouvelle infraction était créée. Il s'agit de la participation à un groupement en vue de commettre des dégradations et des violences. Il s'agit un peu d'une codification des procès en sorcellerie, dont l'institution judiciaire s'est largement servie par la suite lors du mouvement des Gilets jaunes et de la contestation de la réforme des retraites. Petit rappel. Ce parapluie arc-en-ciel au cœur de la manifestation de samedi contre la loi sécurité globale est suspecté d'être un déclencheur des violences attribuées au Black Bloc. Sa propriétaire, une femme gilet jaune nommée Moon, a été mise en examen mardi, soupçonnée de faire un signe de ralliement au Black Bloc. Elle est âgée d'environ 50 ans. De sources judiciaires, on a appris qu'elle a été présentée à un juge parisien mardi après avoir passé 48 heures en garde à vue. Elle a été à l'issue laissée libre sous contrôle judiciaire mais mise en examen des chefs de participation à un groupement armé en vue de commettre des dégradations, des violences et également en détention non autorisée d'une arme de catégorie A. Le juge d'instruction chargé des investigations va chercher à déterminer si Moon a pu ou non jouer un rôle dans les violences commises par des Black Blocs en marge des récentes manifestations. Selon son avocat, elle brandit ce parapluie en hommage aux manifestants de Hong Kong depuis 1 an, comme un signal de paix et de non-violence. La citoyenne en colère, mise ainsi en examen, n'est ni une terroriste ni une délinquante. C'est une citoyenne qui manifeste pacifiquement pour des droits acquis de haute lutte. Cet exemple nous montre clairement, derrière les oppositions de façade, l'unité du bloc bourgeois. Il est question d'enlever le pain de la bouche du peuple et de lui ôter tout moyen de se défendre ou de se révolter. Nous sommes en pleine guerre sociale. Nous pouvons nous chamailler autant que nous voulons sur le voile, les réunions non mixtes, l'écriture inclusive. Nous sommes en pleine guerre sociale. Le programme de stabilité récemment dévoilé par l'exécutif et dont notre économiste maison Thomas Porcher parle avec Elsa Margherita dans sa dernière chronique est en réalité un plan d'austérité. La réforme des retraites, qui avait entraîné une quasi-grève générale et des manifs monstres, sera remise au goût du jour envers et contre tout. La réforme de l'assurance chômage, qui entrera en vigueur le 1er juillet, va faire très mal à des dizaines de milliers de travailleurs sans emploi, comme l'explique cet article très instructif du journal en ligne Bastama, que vous pourrez consulter via le lien qui sera mis dans la description de cette vidéo. Le secteur privé n'est pas en reste, comme nous l'indique cette enquête de nos amis du site d'info indépendant Street Press, qui nous explique la nouvelle entourloupe du groupe Carrefour. Ève n'en revient toujours pas. Depuis 7 mois, elle travaillait à la caisse d'un Carrefour du nord de la France. Son CDD s'achève dans les jours qui viennent et on lui a promis qu'il serait renouvelé. Mais son manager lui propose un drôle de deal. Une prolongation au même poste, en alternance. C'est ça ou rien. Je n'ai pas plus d'explications à te donner, ça vient de la RH, lui assure son supérieur. La jeune femme refuse finalement le contrat pro, moins bien payé qui lui est proposé, et se retrouve au chômage. Aux 4 coins de la France, plusieurs salariés décrivent les mêmes méthodes. Objectif, selon les syndicats, faire des économies en engrangeant les subventions. Un jeune en contrat pro alterne temps de formation étant en entreprise.
Il est payé au maximum à 90% du SMIC pour un job au drive ou en caisse où il sera vite aussi performant qu'un autre. Si l'on cumule ces avantages avec l'aide exceptionnelle pour les employeurs, c'est le jackpot. Carrefour fait presque 60% d'économies par rapport à un salarié classique au SMIC. Et pendant ce temps-là, pour assurer le droit à une vie paisible, Emmanuel Macron promet plus de moyens. La création d'une école de guerre, un mot choc pour améliorer la formation des forces de l'ordre, et renouvelle un de ses engagements, 10 000 nouveaux policiers sur le territoire d'ici la fin de son mandat. Chaque Français verra plus de bleu sur le terrain en 2022 qu'en 2017. Ça rassure les gens, ça dissuade les délinquants. Ça rassure aussi le pouvoir et les possédants. Ça dissuade aussi les gueux et les gilets jaunes. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus, des commentaires, d'activer la petite clochette et si vous le pouvez, de nous faire un don ou de devenir sociaux.